Bienvenue pour ce deuxième Chem Talk 2020. Nous allons aborder ce soir la responsabilité en santé, est-elle individuelle ou collective? Alors bien évidemment, je fais tout de suite un joke vis-à-vis de mon ami Guy Valencien. Ça sera plutôt la responsabilité médicale, car la responsabilité en santé, chaque individu en France est bien évidemment responsable de la santé au sens collectif, et c'est un des problèmes qui me tient à cœur, je le dirai dans l'introduction, puis on n'en parlera plus. Il est bien évident qu'un individu qui ne se vaccine pas, par exemple, et qui met en jeu la société puisqu'il n'est pas vacciné, qu'il est malade, a une responsabilité collective. Mais ce n'est pas le sujet. Je voudrais vraiment qu'on aborde le problème de la responsabilité médicale. Est-ce qu'en cas de mise en accusation, est-ce qu'en cas de condamnation, il n'y a qu'un seul individu ou plusieurs individus peuvent être condamnés? Pour débuter ce débat, je donnerai la parole à Philippe Auzimour pour qu'il nous dise un peu déjà quel est le panorama de la responsabilité médicale en France, combien de mises en accusation, combien de condamnations. Branché assure un nombre représentatif, presque 2 anesthésistes sur 3 et un chirurgien sur 2, mais en libéral. Donc je peux vous parler que ici de la chirurgie et de l'anesthésie libérale. En moyenne, un chirurgien anesthésiste sont mis en cause tous les 3 ans. Mais là, on va rentrer dans le sujet, c'est-à-dire que la fréquence à laquelle le patient réclame, elle varie énormément. Elle varie d'une fois tous les ans pour un chirurgien du rachis ou un neurochirurgien, à une fois tous les 2 ans pour un chirurgien orthopédique et à une fois tous les 6 ans, par exemple, pour un anesthésiste. Donc là, on voit bien que responsabilité collective, en tout cas en RC médical, ben non, ça se voit à la fois dans la fréquence des réclamations, ça se voit dans la façon également dont les patients réclament. Ils mettent en cause avant tout la personne qui s'occupe d'eux. Pouvez-vous nous dire un petit peu combien de mises en accusation en France? Est-ce qu'elles tendent à diminuer? Est-ce qu'elles tendent à augmenter? Et combien après de condamnations? J'ai cru comprendre que la fréquence était plutôt à diminuer contrairement à Oui, on sent une légère diminution, en tout cas chez nous. Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour les autres spécialités ou mes confrères. Et en moyenne, dans 80% des cas, le chirurgien ou l'anesthésiste ne sont pas responsables. Donc une stabilisation des mises en accusation, ou peut-être est-ce que l'arrivée depuis la loi de Kouchner de 2002, est-ce que vous avez l'impression que l'arrivée des commissions de consultation et d'indemnisation, de l'ONIAM, de l'Office d'indemnisation, ont augmenté ou ont incité les patients à porter plus plainte, et ça a changé quelque chose pour vous? Quelle est votre position vis-à-vis de ces deux instances? La loi, forcément, en créant un guichet unique pour réclamer, a augmenté la fréquence des réclamations. Et d'ailleurs, on fait une comparaison que je vous invite à regarder sur notre site avec le système américain. On réclame en France 3 fois plus qu'aux États-Unis. Pourtant, on avait l'impression qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup d'avocats qui sollicitaient les patients à porter plainte plus qu'en France. Alors, aux États-Unis, quand vous portez plainte, vous avez en effet une responsabilité en tant que patient. Vous tombez dans un système extrêmement complexe puisqu'il dépend des États. Mais le montant des condamnations est beaucoup plus important qu'en France. Mais la fréquence est moindre parce qu'il n'y a pas cette facilité qu'ont créée les différentes instances, dont celle que vous venez de parler. Alors, je vais juste vous poser une question, puis on donnera la parole à M. Pourchet. Est-ce que vous avez déjà eu un retournement de situation? Est-ce que vous avez déjà vu un chirurgien se plaindre pour une mauvaise mise en accusation, ou ça n'existe que éventuellement dans le droit pénal? Ah non, ça arrive, oui. Ça arrive. Ouais, bien sûr, ça arrive. Donc il faut que certains chirurgiens éventuellement ne désespèrent pas s'ils estiment que la mise en accusation est trop disproportionnée par rapport à le motif pour lequel il est mis en cause. Il peut éventuellement se retourner contre un patient? Il peut, c'est très difficile. On a un excellent avocat, je crois que vous allez interroger. On lui demandera son avis tout à l'heure. Je crois que c'est le mieux pour lui. Oui, tout à fait. Mais les praticiens souffrent de ces mises en accusation. On parle de la 3e victime, c'est eux, et c'est très difficile à gérer. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils veulent soit exercer en groupe, puisqu'on a pu montrer que lorsqu'ils exercent en groupe, ils diminuent la probabilité de mise en accusation. On a trouvé, nous, qu'à partir de 10 praticiens en exercice de groupe, ça diminue de 15% cette probabilité. Donc c'est important. Et c'est une des conditions pour lesquelles 2 tiers veulent quand même rester libéraux, mais 1 tiers envisage le salariat. Alors, on va se tourner maintenant vers quelqu'un qui, si je peux me permettre, a une double casquette, puisqu'il est à la fois chirurgien et qu'il est à la fois responsable, je ne sais pas quel est son titre exact, au groupe Pasteur Mutualité.
Et je voudrais un peu qu'il me donne l'impression au groupe Pasteur Mutualité, c'est à peu près la même chose. Et puis j'en profite pour lui poser une question subsidiaire. Y a-t-il parfois des mises en accusation pénales? Alors, c'est vrai que moi, je suis administrateur du groupe Pasteur Mutualité, mais j'interviens surtout en tant que praticien aujourd'hui. Alors, sur les chiffres précis, je ne pourrais pas vous dire parce que on n'a pas, mais la tendance, elle est, comme vous l'avez remarqué, elle est plutôt d'une baisse. Après, sur les mises en accusation pénale, j'en ai pas, mais je pense que c'est des choses qui sont malheureusement probablement très rares, mais voilà, j'en ai pas d'exemple en tête me concernant. Pour ce qui est de... Moi, je voulais aussi rappeler très rapidement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle de responsabilité, mais il est tellement, même si c'est une évidence essentielle, de rappeler que chaque soignant est là pour servir, être utile aux patients. Et ça, c'est quand même un élément qui est majeur à communiquer, encore une fois, dans l'augmentation, vous l'avez décrit, des accusations en France où il y a probablement un intérêt financier pour le patient, d'indemnisation derrière. Et c'est vrai que c'est une pression qui est sur le soignant, qui est très forte alors qu'il donne son activité, son énergie pour le patient. De principe, il n'y a pas cet intérêt-là. Et il faut, je crois, vraiment rappeler toujours cet élément fondateur du soin. Et malheureusement, dans un certain nombre de cas, des décisions sont prises par crainte médico-légale, entre guillemets. Et ça, c'est un drame de cette approche judiciaire, entre guillemets, de la médecine, si on peut résumer. Alors donc, on peut dire que bien qu'il y ait une nouvelle structure qui permette de porter plainte plus facilement, dans l'ensemble, les mises en accusation ont tendance peut-être à diminuer. Et là, je voudrais vous poser une question à tous les deux, puis on va peut-être élargir le débat après. Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'amélioration à la fois des procédures et de toutes les méthodes, notamment, je sais très bien que dans votre maison, vous avez mis en œuvre des procédures et ce qu'on appelle l'ASPRO, c'est-à-dire les associations de prévention pour les risques opératoires. Est-ce que vous pensez éventuellement que les qualifications, les certifications vont faire que le monde chirurgical et le monde anesthésiologique et le monde médical en général, c'est vrai que je prends l'exemple de la chirurgie parce que c'est souvent le plus fréquent, plus fréquemment qu'en médecine, mais on parlera de la médecine tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ces méthodes et qu'on pourrait parler d'une responsabilité, d'une prévention de la responsabilité, la prévention en tous les cas de la mise en examen? Est-ce que vous voulez prendre la parole en premier, peut-être, M. Ozimour, pour dire un peu où vous en êtes dans votre réflexion? Est-ce que depuis que vous avez mis en route, notamment pour votre cabinet branché, un certain nombre de procédures, les mises en accusation ont tendance à diminuer parce que vos praticiens agissent mieux? Alors oui, mais il y avait deux questions dans la vôtre. Premièrement, donc, l'ONIAM, dans les dossiers qui vont à l'ONIAM, comme vous savez, il y en a 70% qui ne sont pas recevables. Donc c'est quand même un système qui donne l'occasion de réclamer, mais qui rejoint quand même les 80% dont je vous parlais. C'est-à-dire quand on réclame, dans 80% des cas, les chirurgiens, les anesthésistes, en tout cas en ce qui nous concerne, n'y sont pour rien. Sur l'effet de la prévention. La prévention, c'est le seul moyen pour nous de contrer l'inflation naturelle de l'ARC médicale. Le coût des soins, il augmente de 4% par an. Donc mécaniquement, quand vous avez à soigner quelqu'un toute sa vie ou un bébé mal né, vous devez mettre dans vos provisions, c'est notre métier, ce risque sur le long terme. Donc on essaye de compenser ça en diminuant le nombre de réclamations pour chaque praticien. Alors deux chiffres qui sont assez simples, c'est 10 et 20%. Donc on a remarqué que quand on agit, et on peut le faire parce qu'on a 7000 adhérents, donc on arrive après chaque mise en cause à l'analyser, à la disséquer et à dire, puisque la prévention, ça se fait collectivement, mais ça se fait individuellement, là il y a plutôt eu un sujet information, là il y a plutôt eu un sujet facteur humain, là il y a eu plutôt un sujet infectiologie. Et ça on a regardé sur 20 ans, tous les 4 ans, 4 ans avant, 4 ans après, le facteur est 10%. 10% de moins de chance sur 8 ans, 4 ans après la formation versus 4 ans avant. Et la Haute Autorité de Santé nous avait demandé de faire l'exercice sur l'accréditation, en disant, voilà, est-ce que vous sauriez prendre pour les libéraux, encore une fois, l'effet de ces analyses d'événements indésirables graves, de l'analyse commune qu'ils en font avec l'un de leurs pairs. Et là, on avait trouvé, avec tous les facteurs, alors ils sont cumulatifs, 20%. C'est-à-dire qu'entre les gens qui ne s'intéressent pas à la prévention
c'est caricatural, et ceux qui rentrent dans un processus d'amélioration continue, et 20%, c'est énorme par rapport au coût de ces accidents, et bien sûr, c'est très significatif pour un assureur comme nous. Est-ce que, Guillaume Pourchet, est-ce que vous avez une idée de combien, je pense qu'en libéral, la plupart des, et ça a été une incitation à l'assurance, puisqu'on a réduit, il faut le dire au public, on a réduit le prix de l'assurance si on était certifié. A priori, je crois que maintenant, en activité libérale, 90% des acteurs sont sûrement qualifiés. Enfin, font leur certification. La certification, oui. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Mais puisqu'on a parlé de la prévention et de l'organisation, je voudrais qu'on dise un mot, et là où on va parler maintenant un peu avec les chirurgiens et avec aussi peut-être une infirmière, je voudrais qu'on dise peut-être un mot finalement de la relation humaine, puisque finalement, je sais qu'en matière de condamnation, et ce n'est pas M. Lacueille qui va parler tout à l'heure qui va me contredire, souvent c'est parce qu'on n'a pas écouté le patient et parce qu'il y a une difficulté. Et je voudrais qu'on parle d'une chose particulière qui est justement cette relation anesthésiste-chirurgien et la responsabilité. Et donc, comment c'est vécu au niveau des chirurgiens Alors, il n'y a pas d'anesthésiste sur le plateau, mais je crois quand même qu'on peut discuter et voir un peu quelles sont les modalités de travail, dans la mesure où je considère que le chirurgien est très individualiste. Alors, peut-être que les anesthésistes travaillent en groupe et que je sais qu'on va consulter un chirurgien plus qu'on va consulter une anesthésiste, en général, quand on a une pathologie. Quelle est votre opinion là-dessus et quelle est votre relation avec les chirurgiens? Et est-ce qu'il y a une possibilité de tort partagé parfois? Et là, je me dresserai ensuite à Maître Lacueille pour savoir si on peut partager le tort. Alors, c'est vrai, je crois que c'est surtout historique, hein, puisque depuis les années 50, le chirurgien au bloc opératoire était considéré comme le chef d'équipe, véritablement, et donc assumer cette responsabilité seul contre tous. Il y a aussi une mentalité, mais je crois que tout cet exercice-là, il est plus du tout réel. Et là, on rentre plutôt dans une responsabilité partagée. Mais c'est vrai qu'il y a, bien sûr, il y a des problèmes conflictuels parfois entre anesthésistes et chirurgiens. Et on avait discuté notamment à l'Académie de chirurgie sur ces relations-là, avec un passé, une histoire qui peut être conflictuelle et puis qui peut être difficile à gérer, hein, pour l'équipe. Mais je crois qu'on l'évoquait, l'essentiel dans le soin, c'est la relation de confiance et dans la mesure où le soignant, chirurgien, anesthésiste, est dans cette relation-là, on arrive à éviter la plupart des litiges et c'est absolument essentiel. Alors, on va peut-être demander à Maître Lacueille son opinion sur justement, je ne vais pas lui demander son opinion sur la relation chirurgien-anesthésiste, mais je vais lui demander dans les dossiers qu'il traite, comment il sent les choses. Est-ce que parfois le leader de l'équipe, qui souvent est le chirurgien, se plaint éventuellement que son partenaire, et là je mettrais même dans la chaîne tout l'ensemble, disons, de la responsabilité chirurgicale au niveau d'un bloc, quand on sait que ça commence depuis l'ouverture de la salle et donc toutes les procédures qui doivent être faites. Est-ce que, Maître Lacueille, vous voulez peut-être intervenir et donner votre point de vue et nous donner également, nous affirmer ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Auzimour? Est-ce qu'il est mieux de travailler en groupe dans une société, quelle qu'elle soit comme modèle, plutôt que totalement individuellement? Monsieur Lacueille, Maître Lacueille, on vous écoute. Alors, effectivement, on va peut-être partir d'une notion juridique qui est celle de la responsabilité. Et la responsabilité en droit français est individuelle. On ne répond que de ses propres fautes et pas de celles de l'autre, fût-il notre anesthésiste ou une infirmière, etc. Et c'est une bonne chose que de ne répondre que de soi-même. C'est bien délicat de répondre pour les autres. Ce principe a des exceptions, puisque effectivement, dans les cas où on n'arrive pas à bien cerner la responsabilité de l'un des membres de l'équipe médicale, mais qu'on sait qu'il y a eu un accident avec une défaillance organisationnelle, à ce moment-là, de façon très exceptionnelle et dérogatoire, les juges vont aller chercher non pas une responsabilité collective, mais ce qu'on appellerait en droit une responsabilité solidaire. C'est-à-dire que l'ensemble des membres qui ont participé à l'acte médical défaillant va être condamné avec des parts proportionnelles au rôle de chacun.
Donc, je crois effectivement qu'en partant de là, ensuite s'ensuit tout un système d'organisation des soins. Dans cette société qui est devenue depuis 30 ans maintenant assez contentieuse en matière médicale. Philippe Auzimour vous a dit tout à l'heure les chiffres qui sont tout de même extraordinaires. Et je répète ce qu'il vous a dit. Le nombre de contentieux en France est devenu plus important proportionnellement à la population qu'aux États-Unis. C'est dire donc que les médecins, effectivement, ont dans la tête, comme le disait à l'instant aussi le chirurgien, le docteur Pourchet, ont dans la tête, au moment de l'acte de soin, les répercussions éventuelles sur le plan juridique, judiciaire, de leur acte. Et c'est terrible, comme le docteur Pourchet le disait tout à l'heure, c'est terrible parce que ça obère une partie, même si c'est 5% seulement, de leur concentration sur l'acte. Il y a donc un effet pervers, évidemment, à la judiciarisation de l'acte médical. Alors, puis vous avez soulevé, et là je voudrais vous faire un petit aparté, vous avez soulevé le problème de dire on ne répond que de sa faute. Et je voudrais un petit peu qu'on éclaire peut-être les gens qui nous regardent sur ce problème que j'aime bien, qui est cette histoire, je vais faire très rapidement, qui est cette histoire de compresse oubliée. Alors pour décrire rapidement, il y a un événement médical, on retrouve chez un patient une compresse qui a été oubliée, mais ce patient ou cette patiente a été opérée 2 à 3, 4 fois avant, par des chirurgiens différents, et finalement, on ne sait pas quel a été celui qui a oublié cette fameuse compresse. Or, il y a un préjudice, puisqu'il y a bien une compresse, mais on ne trouve pas le responsable de la faute, puisqu'on n'arrive pas à dire. Quelle est l'attitude des juges vis-à-vis de ces histoires-là? Alors, effectivement, vous avez totalement raison. Les juges, dans ce type précis de circonstances, condamnent tous les intervenants successifs. Ce qui est un peu injuste, puisque s'il y a, admettons, 4 chirurgiens qui sont intervenus, il n'y en a qu'un seul qui a oublié la compresse. Les 3 autres vont participer à la réparation du préjudice. Et là, on tombe dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les exceptions au principe de responsabilité individuelle. Mais avec un problème d'équité, de justice, et de droit majeur, puisque 3 sur 4 vont être condamnés pour une faute qu'ils n'auront pas commise. Alors, puisqu'on vous a également, je vais vous poser une dernière question où je voudrais que vous me donniez aussi une réponse. On a parlé essentiellement pour le moment d'exercice en pratique libérale, puisqu'on s'est intéressé surtout au tribunal civil. Je voudrais qu'on fasse un petit aparté, puisqu'il n'y en a pas autour de la table, sauf qu'on interviendra tout à l'heure M. Guillaume Pourchet, qui est directeur d'hôpital à Valenciennes. Là, il va peut-être pouvoir intervenir peut-être plus rapidement. La question est la suivante. Est-ce que vous estimez, maître, que c'est normal, cette différence entre le tribunal administratif et le tribunal civil, dans la mesure où finalement le tribunal administratif il condamne en général la direction de l'hôpital, sauf faute absolument avérée du praticien. Est-ce que cette dualité vous paraît normale? Et on en a une conséquence, et là je me tourne vers M. Auzimour, on en a une conséquence considérable au niveau du coût des assurances. Alors, en fait, c'est toujours la même idée. En matière d'hôpitaux publics, les médecins qui y travaillent sont les préposés fonctionnaires, mais les préposés de l'hôpital public. C'est donc leur employeur qui répond. Mais c'est pareil dans le privé, quand vous avez, Philippe Auzimour évoquait ce cas de figure tout à l'heure, quand vous avez un chirurgien qui devient salarié d'une clinique privée, à ce moment-là, s'il y a un contentieux médical, c'est la clinique qui va répondre pour lui puisqu'il est salarié. La responsabilité individuelle, sur le plan de l'indemnisation, qu'elle soit civile ou publique, ne se heurte pas au principe de préposé comme étant. Donc, si vous êtes salarié, vous ne répondez pas personnellement, c'est votre employeur qui répond, que ce soit dans le public ou dans le privé. Je précise qu'il y a des domaines qui sont un petit peu dérogatoires à ce principe, c'est la responsabilité pénale, où là encore, qu'il s'agisse du public ou du privé, l'intervenant, le chirurgien par exemple, va répondre personnellement, pénalement, d'une éventuelle faute qui lui serait approchée.
Mais heureusement, les procédures pénales existent en France, mais elles sont même assez rares. Je crois qu'elles représentent moins de 4% chez vous, c'est ça? 3,5%, oui. 3,5%. Et Mutualité Pasteur, sûrement, ça doit être la même très forte. L'équivalent, je pense, mais je n'ai pas de chiffres. Bon, merci, Maître Laccueille. Vous restez bien en ligne, parce que si on a des réflexions à faire supplémentaires, je reviendrai très volontiers vers vous. Mais je voudrais me tourner tout de suite. J'avais prévu de le faire un peu plus tard, mais puisqu'on parle de la prévention et des hôpitaux, est-ce que M. Bourret est en ligne et peut intervenir? Et j'aurais voulu à ce moment-là lui poser la question suivante. Est-ce que dans le modèle qu'il a fait à Valenciennes, et je vous demanderai, mais assez brièvement, de rappeler votre modèle de gestion médicale autonome décentralisée, est-ce que vous avez l'impression que dans votre modèle, vous avez moins de mise en accusation? Je préfère pas dire condamnation, je préfère dire mise en accusation. Est-ce que votre système est finalement un système qui monte, qui élève, qui va aller vers le haut concernant les responsabilités? On ne vous entend pas. Je libère. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà, parfait, oui, on vous écoute. Bon, très bien. Donc, juste pour dire que le centre hospitalier de Valenciennes est le premier centre hospitalier général de France. Donc, c'est un gros centre avec 2000 lits et places. Et il y a 5300 agents qui y travaillent. On a à peu près 500 médecins qui pratiquent dans cet établissement. Le modèle que nous avons mis en place, c'est un modèle dit d'hôpital magnétique, c'est-à-dire une très forte délégation au niveau des pôles, puisque les pôles ont à peu près 90% de mes prérogatives, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'engager des dépenses, que ce soit des dépenses de personnel ou des dépenses logistiques ou biomédicales et même des dépenses d'investissement immobilier. Ils ont la gestion complète de leur activité, de leur équipe, et en même temps, ils ont les moyens qui leur permettent d'exercer ces activités et ces responsabilités. Et donc, ce sont eux, par exemple, qui ont la gestion des blocs opératoires, de l'imagerie, qui ont également la gestion de tout leur personnel. Concernant la qualité, on va dire, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, puisque notre modèle est basé sur le modèle américain, qui est ce modèle qui date des années 80, qui s'appelle les hôpitaux magnétiques, et qui justement ont redonné du sens à la qualité des soins, puisque c'est plus un hôpital qui est gouverné par des administratifs, mais c'est un hôpital qui est gouverné par un tripode de gouvernance, qui est certes un administratif, mais surtout un médecin et un soignant. Et à partir de ce mode de fonctionnement, en fait, on a inversé la gouvernance, c'est-à-dire que c'est plus une gouvernance hiérarchique, c'est une gouvernance de terrain qui est la donneur d'ordre et la donneuse d'ordre, et c'est en fait l'administration qui vient en accompagnement et en support des décisions qui sont des décisions médicales et soignantes. Pour répondre à ma question précise, est-ce que ça diminue, est-ce que si vous, en comparaison avec un hôpital de la même taille, est-ce que vous avez l'impression que vous avez moins de mise en accusation? Alors, vous n'avez pas de chiffres peut-être, mais déjà. Bon. Si, on a des chiffres. Quand on se compare avec les chiffres qui sont donnés par exemple par l'HAS, on a la Haute Autorité de Santé, hein, donc, qui s'occupe des scores de qualité. On a des chiffres qui sont meilleurs que la moyenne nationale. Donc si par exemple je regarde les chiffres qui sont des chiffres de réclamation au niveau du centre hospitalier, sur 150 000 hospitalisations, par exemple, on a 80 réclamations, ce qui est relativement faible. Voilà. Est-ce que, Monsieur Ozimo, vous voulez rajouter quelque chose? Parce que je crois que vous avez aussi réfléchi sur ce sujet, même si ce n'est pas votre vocation, la protection hospitalière au sens large. Vous voulez peut-être dire quelque chose? Je crois que vous m'en aviez parlé. Oui, nous, on nous a demandé aussi de faire une étude pour les cliniques privées, de comparer le nombre de réclamations par praticien dans celles où la gouvernance des praticiens était prégnante versus celles qui étaient plutôt détenues par des tiers, des fonds, etc. Et ici encore, on a trouvé un facteur de 10% lorsque, comme vous le dites, la gouvernance est plutôt tripartite ou au moins bipartite, mais c'est le cas aussi de groupes
dont l'un ici est partenaire de Cham, qui également ont l'actionnariat médecin comme on l'avait avant. Donc on peut quand même retenir de ce petite partie du débat que finalement, quand on sait la crise de l'hôpital en ce moment, plus on donne de responsabilités aux médecins, non seulement ça leur fera plaisir, mais en plus ça peut avoir des intérêts sur le plan judiciaire. Donc ça c'est une information qui me paraît extrêmement intéressante. Et de qualité des soins. Bien sûr, de qualité des soins. Oui, mais si vous voulez, la qualité des soins, elle est née en fait depuis les procédures de l'HAS, la comparaison, ça fait longtemps. Mais là je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plus imposée par la direction qui met des procédures, mais elle est, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, Guillaume Pourchet, mais elle met surtout, elle aide à faire que les médecins vont eux-mêmes faire leurs propres procédures. Et donc je crois que ça, c'est un élément extrêmement important pour la responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, totalement. Je pense que c'est le soignant et puis, bon, malgré tout, le médecin qui est dans l'approche un peu de coordination du soin, qui est à même de pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui est risqué. Après, c'est un travail collaboratif aussi, hein, bien sûr. Alors, puisqu'on est dans cette chaîne de soins, on va passer à deux éléments, et je vais me tourner un moment vers Madame Chrétien, qui est la présidente de l'Amphipa, qui est un tout nouveau métier, puisque finalement, le métier d'infirmier est vieux, mais les infirmières en pratique avancée, c'est nouveau, si je puis dire. Nous, justement, en tant que chirurgiens, on a considéré, si vous voulez, mais ce n'était pas des infirmières en pratique avancée, mais c'était ce qu'on appelait, nous, des infirmières spécialisées. Et finalement, peut-être que l'infirmière en pratique avancée est une forme d'infirmière spécialisée à qui on pourra déléguer un certain nombre de compétences. On avait donc comme modèle dans les blocs opératoires, on avait les IAE, on en a déjà dit un petit mot, et les IBOD, c'est-à-dire les infirmières de bloc opératoire diplômées. Est-ce que, en vous engageant dans ce nouveau métier, vous avez pris conscience que vous allez modifier la responsabilité du métier d'infirmière? Je crois que l'infirmière a quand même conscience de sa responsabilité. Enfin, c'est un métier où le jugement clinique il est mis en exergue dans les soins qu'on porte auprès des patients. À partir du moment où on met en œuvre une prescription, finalement, on a aussi la responsabilité de sa justesse et de son application. Donc on est déjà, de toute façon, relativement responsable. Maintenant, ce qui monte avec la pratique avancée, c'est la possibilité de prescrire. C'est ça qui est nouveau pour les infirmières, c'est de renouveler des prescriptions pour un certain nombre de pathologies et de patients qui peuvent être suivis. Et donc, ça engage un autre niveau de responsabilité. Et donc, effectivement, c'est qu'est-ce que je suis prête à assumer? Qu'est-ce que je suis prête à faire? Est-ce que c'est une grande différence? Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas la réponse à la question directement. Je trouve que le cap a été plus dur finalement entre étudiantes infirmières et infirmières qu'entre infirmières finalement avec de l'expérience et en ayant une carrière derrière soi et la pratique avancée où finalement il y a un désir d'assumer plus de responsabilités et en tout cas pour moi et pour un certain nombre de mes collègues, c'est ça qui nous a motivé, voilà, merci à aller vers ce parcours. Donc oui, plus de responsabilité. Est-ce que là, on demande à la fois aux assureurs, si je puis dire, je m'excuse d'en être le représentant, est-ce que vous avez déjà une expérience d'infirmières en pratique avancée qui ont eu des problèmes de condamnation d'une part, et est-ce que les assureurs, vous avez déjà eu des infirmières, vous assurez également des infirmières libérales, hospitalières? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama là-dessus? On verra comment se dressent les responsabilités. Vous voulez d'abord dire, est-ce que ça a changé, par exemple, les infirmières s'assuraient? Bon, est-ce que ça a changé un peu le fait d'être en pratique avancée? Et est-ce que les coûts de vos assurances vont changer? Je me tourne là vers un problème extrêmement clair et précis. Ouais. C'est un... Alors, pour répondre... Difficile, hein? Je pense qu'effectivement, la responsabilité, elle est de fait accrue. Mais aujourd'hui, il y a à peine 300 infirmières en pratique avancée et tout le monde n'est pas en exercice, puisqu'il y a encore un certain nombre de difficultés à la mise en œuvre de la pratique. Et moi, je pense qu'effectivement, de ce fait, l'assurance va augmenter, c'est logique, ça a du sens, mais il n'y a pas encore eu de réflexion à ce sujet, en fait. Et dans vos infirmières de pratique avancée, est-ce que vous en avez... est-ce qu'il y en a qui sont totalement en libéral? Je pense notamment en cancérologie, qui vont donc avoir des responsabilités... bon, les chimiothérapies orales, c'est plus facile à préparer, donc elles pourront sûrement distribuer plus facilement des chimiothérapies. On parlera tout à l'heure des problèmes de pharmacie sur la préparation des chimiothérapies. Mais est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question simple? Est-ce que les infirmières de pratique avancée, est-ce que vous avez déjà eu des
est-ce qu'il y a des infirmières en pratique avancée installées en libéral qui donc vont obéir à un modèle d'assurance qui rejoint les chirurgiens en pratique libérale, ou pour le moment elles sont toutes salariées d'un système hospitalier ou de clinique? Aujourd'hui, la mise en œuvre pour le libéral est très très complexe. Pour une infirmière, c'est en pratique avancée. Une infirmière libérale qui devient infirmière en pratique avancée, c'est même pas viable financièrement. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de freins. Est-ce que de tout ce que je viens d'entendre, et je me retourne à nouveau vers, j'espère que Maître Lacueille écoute également, et je me retourne vers Guillaume Pourchet, on pourrait concevoir, même si le chirurgien est individualiste, que le travail au sein d'une structure, d'une société quelle qu'elle soit, et qui donc salarie le chirurgien en partageant les honoraires, serait peut-être mieux sur le plan juridique pour diminuer les condamnations, ou est-ce que c'est, mis à part le fait individuel qu'on est tous des individualistes, en particulier les chirurgiens, est-ce que finalement les quelques cliniques que je connais où il y a une structure, où il y a une équipe qui s'entend bien et qu'ils ont mis, ils partagent entre guillemets, est-ce que s'ils partagent leurs honoraires et qu'ils partagent leur assurance, ils auront sur le plan de la responsabilité une amélioration, j'allais dire. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce propos? Est-ce que Georges veut rajouter quelque chose, Georges Maître Lacueille? Vas-y. Non, mais je pense que ça paraît assez évident que c'est une réalité en termes de risque individuel dans la mesure où on s'organise en groupe. J'en profite aussi pour rebondir sur les parcours ambulatoires qu'on met en place aujourd'hui et qui sont poussés par les tutelles, à juste titre, hein, puisqu'on est vraiment dans des avancées techniques, notamment en chirurgie, mais et le rôle des infirmières qui sont en HAD ou même sur des soins à domicile en dehors de ces prises en charge-là. C'est vrai qu'on ouvre aussi, l'offre de soins est en train de se transformer, donc la responsabilité de chacun doit suivre et c'est en construction encore actuellement. Oui, monsieur Zemmour, vous voulez rajouter? Ouais, là, il y a partage des tâches différents. Donc oui, vous prenez des responsabilités et vous devez vous organiser, vous assurer pour cela. Mais oui, votre question est très pertinente. Si on prend le modèle américain dont est inspiré Valenciennes, vous allez aux États-Unis, vous allez à Dallas ou à Détroit, les chirurgiens et les anesthésistes se sont groupés, emploient énormément en déléguant des tâches aux infirmières, l'équivalent des infirmières de pratique avancée, font ainsi un groupe homogène qui garantit une qualité des soins et discutent directement non seulement avec les groupes de cliniques, mais également avec Boeing pour financer tant de prothèses de hanche, etc. etc. Donc c'est un système extrême, mais oui, les chirurgiens doivent plus se grouper, d'abord pour diminuer leurs risques et ensuite pour pouvoir s'équiper, constituer l'équipe dont vous parlez. D'ailleurs, nous, on a à peu près 15% de nos chirurgiens qui exercent en groupe, on a 70% de nos anesthésistes. Et ils sont très bien organisés. Et les IAD sont employés et travaillent très bien avec eux. Et à tel point qu'on les assure d'ailleurs gratuitement. Elles font partie de l'équipe, elles sont sous la responsabilité. Par contre, vous voulez avoir vos propres, si j'ai bien compris, une autonomie, une responsabilité, une délégation de tâches qui est différente. Vous ne voulez pas ni dépendre d'une clinique, ni dépendre d'un praticien. Alors, en fait, ce qui est assez nouveau, c'est qu'une infirmière en pratique avancée, par rapport au métier d'infirmière, c'est un métier non prescrit. Donc là, il y a un vrai changement pour nous quand même à ce niveau-là. Par contre, c'est jamais un exercice seul, en réalité. Une infirmière, c'est dans son ADN finalement de travailler en groupe, et l'infirmière à pratique avancée encore plus. Hein, elle est vraiment mise comme pivot dans le système de santé et dans le changement du système de santé. Donc du coup, effectivement, ça m'a échappé ce que je voulais dire, mais elle a une responsabilité qui va augmenter de fait. Et, je suis désolée, ça m'a oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais je pense que si vous voulez, c'est pas le débat, parce que c'est pas le débat d'aujourd'hui de parler que des infirmières de pratique avancée. Je crois que c'est l'histoire qui a fait les infirmières de pratique avancée. Et pour moi, j'en vois deux intérêts majeurs. C'est d'une part qu'il y avait un besoin majeur de délégation de compétences et qui rejoint ce que vient de dire M. Pourchet concernant les parcours de soins. Vous savez qu'on a notamment la consultation d'annonces, il y a notamment, je pense, la cancérologie que je connais bien, mais il y a ensuite le suivi, donc il y a un véritable parcours dans lequel le praticien, là je me tourne même vers les juristes, c'est ce qu'on reproche le plus souvent aux médecins, c'est qu'ils n'ont pas assez parlé aux malades. Et l'infirmière avancée, je ne vais pas dire que c'est une tâche, une sous-tâche, mais c'est une tâche supplémentaire bien faite dans un parcours de soins où elle va prendre le relais d'un certain nombre de tâches. Ça, c'est déjà un premier soin. Et deuxième chose, il est clair que c'est aussi un moyen de promotion
de la fonction d'infirmière, qu'on peut estimer qu'au bout de 5 ans, 10 ans de pratique, alors vous faites déjà des techniques de plus en plus avancées, et on a réussi à passer le cap. Si vous voulez, qui s'est passé, je vous signale, il y a 3-4 ans avant pour les sages-femmes, puisque les sages-femmes ont eu le droit de prescrire. Bien, écoutez, on va avancer. Moi, ce que je retiens, c'est que le travail en groupe a l'air plus bénéfique, et finalement, dans cette responsabilité en santé individuelle ou collective, ce qu'on peut dire, en tous les cas, dans le cadre de la prévention, c'est que c'est plutôt mieux d'être en groupe. Alors, dans ce parcours... Je voulais rajouter un truc. Oui, allez-y, rajoutez quelque chose, puis je vais En fait, ça donner m'est la parole. revenu, ce que je voulais dire. C'est revenu, qu'est-ce que... Voilà, c'est qu'en pour l'exercice en pratique avancée, il est mis en œuvre le protocole d'organisation. Et ça, c'est très important. Et le protocole d'organisation, il est vraiment sur le partenariat de travail entre l'infirmière en pratique avancée et le médecin qui est référent du patient. C'est-à-dire que le médecin oriente un certain nombre de ces patients qui sont plutôt stabilisés dans leur pathologie. Et du coup, l'infirmière en pratique avancée verra ce patient à un rythme peut-être un peu plus soutenu, ou enfin plus régulièrement. Et en gros, ce serait l'infirmière en pratique avancée suivrait le patient sur plusieurs mois, quelques consultations, et le patient reverrait son médecin traitant, voilà, une fois par an. Sauf, effectivement, si elle, et c'est là où on revient sur la responsabilité, elle voit bien que là, elle n'est plus compétente. Elle doit être vraiment au clair sur ses compétences et dire là, c'est déstabilisé, je réoriente vers le patient, vers le médecin. Vers le praticien, oui, d'accord. Ouais. Bah, écoutez, dans ce parcours de soins, puisqu'on vient d'évoquer ce mot et que les infirmières de pratique avancée y ont un rôle et que donc chacun joue sa propre responsabilité à titre individuel au sein d'une chaîne, j'allais dire, collective, il y a une place importante dont on n'a pas du tout parlé, qui est le problème de la pharmacie et du médicament. Est-ce que vous êtes en ligne, Madame Wolfthal ? Bon, alors écoutez, on va vous poser déjà une question extrêmement claire et sur laquelle peuvent intervenir éventuellement M. Zemmour, M. Pourchet, voire Maître Laccueil. Est-ce qu'il y a fréquemment des condamnations des pharmaciens? Et on va parler, si vous voulez, je m'excuse, on va ne parler, vous m'excusez, j'espère qu'ils ne seront pas vexés, mais essentiellement, non pas de l'industrie pharmaceutique et de la mise en cause des médicaments, ni pour faire un procès ici à Servier ou à d'autres, mais on va parler de la responsabilité essentiellement en ce qu'on appelle en PUI, c'est-à-dire en pharmacie qu'on appelle hospitalière, qu'on appelait avant hospitalière et qui est maintenant donc c'est pharmacie à usage interne. Est-ce que vous avez une idée du nombre de condamnations que vous avez eues à l'ordre et est-ce que vous voulez dire quelque chose sur comment vous vous y prenez justement pour le parcours du médicament depuis la prescription médicale, le retour on appelle à la PUI et ensuite la redistribution aux patients? Bonjour à tous, merci effectivement de me donner la parole. Donc le pharmacien dans une pharmacie à usage intérieur a bien évidemment un rôle essentiel dans la sécurité globale de la prise en charge du patient. Et je rappelle de la même manière qu'il y a 3 types de responsabilités, la responsabilité bien sûr pénale, civile et ordinale. Donc quand on parle de condamnation, fort heureusement au niveau pénal, il y en a très très peu qui sont directement connues dans l'histoire récente. Il y en a quelques-unes qui ont fait évidemment l'objet de médiatisation importante. Sur le volet civil également, mais très peu, puisqu'on en revient au même débat sur la responsabilité de l'établissement, plus que du praticien, et bien évidemment des condamnations ordinales ou par le Centre national de gestion, le CNG. Il y a évidemment quelques condamnations, mais qui relèvent plus de la déontologie que d'une faute qui porte atteinte notamment aux patients. Oui, donc finalement, la responsabilité du pharmacien hospitalier, ce serait lorsqu'il n'a pas accompli correctement, avec l'aide éventuellement de sa direction, la procédure de distribution des produits pharmaceutiques. Mais il a également une responsabilité qui me paraît supplémentaire, notamment dans le milieu chirurgical, c'est qu'à ma connaissance, il est responsable de la stérilisation. À ma connaissance, il est responsable également des dispositifs médicaux implantables et même des dispositifs médicaux non implantables de toutes les catégories, y compris les tubulures de perfusion, les sondes urinaires, etc. Est-ce que vous avez une idée là-dessus de la responsabilité et est-ce qu'il y a eu des condamnations pour un mésusage? Je vous donne un point très précis. Lorsque une équipe chirurgicale dit « je veux tel
produit parce que ça m'arrange pour opérer. On est dans une contrainte financière. Vous allez imposer un autre produit parce que, voilà, vous entendez la direction, et j'espère que monsieur Bourret écoute bien. Est-ce que, il va me dire, c'est les médecins qui décident, mais est-ce que si on choisit un produit qui n'est pas tout à fait conforme parce que ça ne plaît pas à l'acteur qui l'utilise, est-ce que vous avez déjà eu ce type de conflit avec les praticiens dans un hôpital en tant que responsable de la pharmacie? Et qui est responsable? Il y a une tubulure vraiment tout le monde a dit on n'en veut pas et le pharmacien l'a imposé. Est-ce que vous estimez que s'il y a des vénites plus importantes, c'est vous ou lui qui êtes responsable? Alors, il n'y a pas dans l'histoire récente ce type de condamnation, puisque la responsabilité du pharmacien dans le dispositif médical implantable, et notamment dans sa traçabilité, s'arrête en fait au bloc opératoire. Après, sur des questions de qualité, et bien évidemment, c'est là aussi la responsabilité du pharmacien de s'assurer de la qualité des produits qui doivent être conformes à un cahier des charges. Mais c'est en général pas le pharmacien qui est en cause dans ce cahier des charges. En revanche, dans l'histoire, il y a effectivement des condamnations connues de médecins, notamment une affaire médiatisée aussi, là encore, sur la clinique du sport et sur des dispositifs qui n'avaient été restérilisés alors qu'il n'aurait pas dû l'être, etc. Dans ces cas-là, bien évidemment, ça n'est plus la responsabilité du pharmacien, mais de l'usage qui peut en être fait au sein du bloc opératoire. Merci. Et donc, Monsieur Bourret, si je comprends bien, vous n'avez pas de problème puisque c'est les médecins qui décident ce qu'ils veulent comme matériel ou pas? Oui, c'est vrai. C'est les médecins qui décident ce qu'ils veulent comme matériel. Mais juste pour donner une petite remarque sur les pharmaciens, on a mis en place des pharmaciens cliniciens. Et donc, ils sont incorporés aux équipes médicales et aux équipes soignantes. Et donc, en fait, quand on met en place un parcours de soins, il y a véritablement une discussion qui se fait tout de suite avec le pharmacien. Et donc, ça améliore grandement la qualité de la prise en charge. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à un sujet qui est, j'allais dire, extrêmement moderne et on a la chance d'avoir parmi nous également un avocat. Je ne sais pas si on a le droit de dire une avocate, j'aime pas du tout parce que les avocates, pour moi, c'est tout à fait autre chose. Donc un avocat, madame une avocate, on en reparlera tout à l'heure, mais je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est très très important, c'est le problème de l'arrivée de l'informatique, puisqu'on utilise tous de l'informatique toute la journée. Et en plus, si vous voulez, le problème des logiciels complexes, le problème j'allais dire, on va aller jusqu'au bout même de l'intelligence artificielle. Maître Jonas, ma première question, est-ce que vous avez déjà eu des affaires de condamnation pour un défaut de protection éventuellement de base de données ou pour une intrusion par un hacker quel qu'il soit à l'intérieur de bases de données et parce que les bases de données étaient piratées. Et les infirmières, vous serez responsables aussi. Est-ce que si vous voulez, par exemple, même pour quelque chose de simple pour Madame Chrétien, elle a la base de tous ces malades dans son ordinateur et on lui vole sa base ou du moins on lui pirate sa base. Comment ça se passe et qui est responsable et qu'est-ce qu'on va vivre à l'avenir? Oui, bonsoir à tous. Donc, sur le piratage des bases de données, la première chose, la première responsabilité qu'on va aller rechercher, c'est la responsabilité du hacker. Et pour cela, il y a un délit qui est prévu, qui est prévu par la loi Godefroy et qui est l'atteinte à un système de traitement automatisé de données et qui est condamné pénalement. Donc là-dessus, oui, il y a eu des condamnations pour des personnes qui se sont introduites dans ces systèmes d'information et qui ont extrait des bases de données. Sur la responsabilité des entités ou des personnes qui vont organiser la base de données et qui sont, entre guillemets, titulaires des droits sur cette base de données, on est sur un autre schéma. On est sur des corpus réglementaires. Aujourd'hui, en matière de sécurité, on a un ensemble de règles qui est existante, sur laquelle il y a une communication forte qui est faite
Et Guillaume Poupard de l'ANSSI, qui est l'entité nationale qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information, assène très très fréquemment qu'aujourd'hui, personne ne peut ignorer qu'il est soumis à un corpus réglementaire de règles liées à la sécurité. Donc pour revenir à votre point, si l'intrusion dans le système d'information a été permise parce que il y avait une faille de sécurité en contravention au corpus réglementaire applicable, à ce moment-là, oui, la mise en cause de l'organisme pourrait être recherchée par rapport à l'acte malveillant qui aura été commis. Est-ce que vous avez profité de Madame Jonas des questions sur les bases de données particulières? On est d'accord, Maître Jonas, il est clair qu'actuellement, les dossiers médicaux doivent-ils être obligatoirement cryptés ou pas? Est-ce que c'est une erreur? Parce que c'est autre chose, mais est-ce que c'est une erreur? Et ça peut être condamnable que, par exemple, j'envoie par Internet, tout simplement, j'allais dire par Outlook, n'importe quelle boîte de messagerie, un compte-rendu d'anatomopathologie qui tombe, et quelqu'un qui tombe dessus par hasard et qui le trouve, est-ce que l'individu peut être condamné? Alors, l'erreur, je dirais que dans votre question, pas l'erreur de la question, mais le point sensible de votre question, c'est la prévention, l'information, la sensibilisation de l'utilisateur. Quand vous dites, moi chirurgien, est-ce que je commets une erreur en envoyant par ma messagerie privée un dossier médical, je vous dirais, tout dépend ce qu'on vous a demandé de faire. Ce qui veut dire qu'il y a des règles qui s'appliquent à toute donnée qui est une donnée sensible. La donnée médicale est une donnée sensible et vous allez devoir envoyer ces éléments, pour autant que ce sont des éléments qui peuvent sortir du cercle qui peut être partagé. Vous allez on va devoir vous avoir informé, sensibilisé sur le fait que vous allez devoir utiliser des systèmes sécurisés de transmission de l'information, dont le secret médical. Si cette communication vous a été faite, et si à ce moment-là, vous passez par un autre moyen, et notamment votre messagerie sécurisée ou votre partage d'éléments de dossiers sécurisés ne fonctionne pas, vous passez par votre messagerie personnelle, alors à ce moment-là, oui, votre responsabilité pourrait être mise en cause. Oui, parce que si vous voulez, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume Pourchet, on va aller de plus en plus, et puis il n'y a pas que lui, le dossier médical partagé, c'est une chose de fondamentale, et donc on peut imaginer qu'un jour, il y ait des condamnations diverses pour défaut de confidentialité et défaut de cryptage des données, et après, il y ait vol éventuellement des données, et donc là, il y aura sûrement des problèmes de responsabilité qui seront complexes, et pour lesquels même peut-être, en tous les cas dans les établissements, les directeurs sont très sensibles, et surtout le service informatique est très sensible. Monsieur Ozémore, vous rajoutez juste quelque chose? Oui, les plus grosses condamnations en risque cyber, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, c'est des médecins qui ont soit laissé des données non protégées, un ordinateur dans un taxi, c'est un très très gros sinistre, ou alors qui ont partagé les données avec des établissements, et le hacker a pu rentrer ou au cabinet du praticien ou dans l'établissement, et là on rentre dans une responsabilité individuelle, même si la chaîne est collective, comme pour le soin d'ailleurs. Alors je voudrais vous profiter encore de votre présence, parce que je vois que l'heure tourne, et vous demander quid, si vous voulez, d'une responsabilité concernant les objets connectés qu'on va utiliser de plus en plus, et notamment sur la fiabilité des logiciels ou le parasitage des logiciels. Je sais que maintenant, il y a même en post-opératoire, là je me tourne même vers les infirmiers, il y a de plus en plus de systèmes pour surveiller à domicile les patients, toutes leurs constantes et autres. Est-ce qu'on peut imaginer que si le logiciel est perturbé, on trouve un responsable? Et je vais aller, pour ne pas vous poser une deuxième question sur laquelle je voudrais que vous débordiez un peu. Est-ce que dans le concept notamment des robots et les pratiques, on peut imaginer qu'un jour, l'amélioration des techniques robotiques fait qu'il y a une véritable intelligence artificielle et que le robot tout d'un coup change? Est-ce que vous croyez qu'un jour on viendra à condamner une intelligence artificielle? On vous entend plus. Allô, voilà, oui. Ah, vous m'entendez? Oui. Pour répondre à la première question, c'est toute la question qui, moi, me passionne, des systèmes cyberphysiques. Les systèmes cyberphysiques sont tout autour de nous, et ça va du pacemaker à la voiture autonome, à l'hôpital qu'on peut imaginer connecté, ou à la salle d'opération connectée.
La question qui se posera, c'est est-ce que le système reste sous le contrôle du chirurgien? Et à ce moment-là, on aura un système de responsabilité que je vais qualifier de classique, tel qu'elle a été abordée précédemment en séance, ou est-ce qu'il est hors contrôle? Si le système cyberphysique devient hors contrôle du chirurgien, c'est-à-dire qu'il génère des actions ou des prises de décision totalement autonomes, soit qu'il va être connecté avec je dirais, d'autres systèmes cyberphysiques, qu'ils vont se parler de machine à machine, soit qu'il va être alimenté notamment par du big data ou d'autres éléments qui vont lui permettre de générer de la décision. À ce moment-là, il sera compliqué de mettre en cause la responsabilité du praticien parce qu'on n'aura pas de faute de sa part. Donc on serait plus vers une responsabilité dite objective. Mais encore une fois, ce qui m'importe ici, c'est si par exemple un système cyberphysique prend une décision parce qu'il est alimenté par des données, que ces données sont sur des serveurs et que la donnée est compromise parce que le serveur a été hacké. Là encore, je reviens à mon propos précédent, qui est, on va s'interroger quasiment systématiquement sur pourquoi le serveur a été hacké et est-ce que le corpus des règles sécuritaires a ou non été respecté. Et un point qui me tient à cœur, c'est ce que dit souvent Alice Chérif, qui est en charge du pôle cybersécurité du parquet de Paris, et elle dit il y a dans tous les hackages, il n'y a pas de fatalité à la cybercriminalité parce qu'au bout de la chaîne, il y a très très souvent une personne qui va cliquer sur un document compromis ou qui va faire une action qui va permettre l'intrusion d'un virus, par exemple. Donc la sensibilisation, les plans d'action, c'est déterminant pour nous protéger. Maintenant, sur la responsabilité des robots, c'est tout à fait un sujet de réflexion. Il y a une proposition de résolution du Parlement européen qui envisage la création d'une personnalité juridique aux robots qui deviendrait une personnalité électronique ayant des droits et des obligations. Bien évidemment, et j'imagine que c'est ce que vous pensez, mais comment va-t-il payer si ce robot est en faute ? Alors le système qui est imaginé, c'est qu'il y aurait une garantie et qu'en fait la garantie serait alimentée d'une part par le producteur des robots, des systèmes cyberphysiques, mais plutôt par l'utilisateur. Bah écoutez, je trouve que vous avez remarquablement répondu à notre question, parce que c'est pas dire que c'est de la... Mais on suggérera en tous les cas à Guy Valencien de continuer dans cette direction, car la responsabilité des robots, je trouve ça extrêmement fascinant. Et on va essayer de finir ce débat, parce que je vois que l'heure tourne. Et puisqu'on a un petit peu de temps, je voudrais qu'on aborde un sujet qui est très d'actualité. J'en ai parlé avec Zemmour et un peu en aparté aussi avec M. Pourchet, et je pense peut-être vous avez votre avis. C'est la responsabilité actuellement, dans cette période très particulière pandémique, qui est la responsabilité face au Covid. Moi, je n'irais pas dire qu'on a la responsabilité, on ne va pas condamner ici, je peux me permettre peut-être de dire ça à Guy Valencien, les Chinois, mais je voudrais qu'on s'intéresse plutôt à la perte de chance pour les patients. En effet, vous savez qu'en particulier lors du premier confinement, on a essayé de faire, et notamment les académies auxquelles je participe, de faire qu'on continue à prendre en charge les patients, mais que malheureusement, pour des raisons indépendantes de leur volonté, parfois les infirmières, parfois les chirurgiens, ne peuvent pas prendre en charge les patients. Et on pourrait imaginer que ces patients se retournent vers leur chirurgien. Mais dites-moi, vous m'aviez dit que vous m'opéreriez et vous ne m'opérez pas. Qui est responsable ? Est-ce que la direction aurait dû organiser des salles d'opération différemment ? Est-ce que les mesures du gouvernement peuvent être... Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir des patients même qui vont se retourner à une recherche de responsabilité ? Est-ce que quelqu'un veut dire un mot là-dessus ? Peut-être, M. Zemmour, vous avez une idée là-dessus ? Bah là, on vit une époque où le mot d'introduction de Guy Valencien de ces sessions, c'était solitaire et solidaire, si je ne me trompe pas. On y est, quoi. C'est-à-dire qu'on vit tous les jours des chirurgiens qui ont leur passion sur la conscience, en se disant bah, je les ai eus aux premières vagues. Là, en tout cas dans le privé, je n'ai pas pu agir, puisqu'ils étaient tous déprogrammés, ces patients. Et la deuxième vague arrive. Entre-temps, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient, mais ils ont des consultations extrêmement difficiles. Et là, c'est une responsabilité individuelle. Là, ils se sentent solitaires.
Dans le monde d'avant, on va dire, on parlait de tous ces dispositifs. On peut parler de la chirurgie orthopédique, par exemple. Donc, responsabilité solitaire, oui, puisque il est individuel pour le chirurgien. Et dans les mises en cause, seulement dans 10% des cas, ils mettent l'anesthésiste en cause. Et dans 90% des cas, ils mettent aussi l'établissement. Alors, est-ce que c'est le dispositif? Est-ce que c'est une histoire de position de patient, d'infirmière? On ne sait pas. Mais voilà ce qui arrivait dans la chirurgie programmée. Et là, ils se retrouvent dans des situations que nous, on vit avec eux très difficilement. Et oui, il y a une vraie difficulté devant ce risque de perte de chance dans la décision et la responsabilité individuelle, alors du chirurgien et de l'anesthésiste, parce qu'ils doivent ensemble décider du caractère d'urgence et ensuite le proposer, même en plan blanc, à la clinique pour pouvoir juger de cette perte de chance et dire il faut quand même opérer ce patient. Alors ça me permet de rebondir sur une question qui est presque hors Covid. Est-ce que, est-ce que la mise en procédure et en tentative de décision collective ne diminue pas la responsabilité individuelle? Je m'explique. Ça veut dire que si on fait une RCP, tout ce que vous voulez, et qu'on dit on prend telle décision, tout le groupe qui était à la RCP pourrait être responsable de la mauvaise décision. Mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de condamnation de ce type d'un groupe collectif qui a pris une décision. C'est quand même l'individu qui fait le geste qui est responsable parce qu'il a accepté la décision. Et donc ça, c'est un élément. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, aussi bien Guillaume Pourchet, peut-être même éventuellement Maître Laccueil? C'est ces décisions qu'on prend de plus en plus en groupe, parce que vous savez qu'on fait de la concertation partagée et qu'on est tous même à... Et alors, c'est peut-être là où aussi on met le malade en cause, et le malade ne va pas s'auto-condamner. Il a accepté la décision, il a prise. Enfin, je trouve qu'il y a une ambiguïté. Là, j'aimerais bien, que pour finir ce débat, que chacun s'exprime un peu sur ce sujet. Après, c'est vrai que c'est un débat passionnant et même les tutelles, par exemple, on a des parcours de soins et des prises en charge qui nécessitent des supplémentations en vitamines et il n'y a pas de remboursement, donc on peut élargir encore là, et faire du Schopenhauer, là, on peut tout et son contraire. Mais c'est l'évolution des pratiques en tous les cas, c'est une réalité qui est a priori une bonne réalité, puisque la discussion, le partage, on l'a vu en termes de gestion de risque, il vaut mieux être à plusieurs, en termes de bonne prise en charge du patient, même si pendant longtemps on a cru que le chirurgien était tout-puissant, mais malheureusement on ne se rapproche pas de cette toute-puissance-là, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout surveiller, donc d'être à plusieurs c'est toujours une force, et probablement que l'organisation de la responsabilité vis-à-vis de ces réunions de concertation, même des ententes préalables qui sont accordées, peuvent diminuer la responsabilité individuelle. En tous les cas, il faut essayer de trouver des moyens légaux. Peut-être que M. Laccueil... Moi, je dirais de façon un peu provocatrice, est-ce que de ce coup, la décision collective n'entraîne pas l'irresponsabilité, ne permet pas justement l'irresponsabilité? Mais en ce moment, il n'y a pas de décision collective. Il y a des ARS qui déprogramment, voilà, en PACA. Il y en a qui déprogramment partiellement, 10% par exemple dans votre spécialité en Bretagne. À Paris, ça se passe pas trop mal pour l'instant, des programmations, si j'ai bien compris. Lyon, c'est plus difficile. Donc l'ARS est quand même en responsabilité, puisqu'elle prend une décision vis-à-vis de toutes les cliniques, mais le chirurgien et l'anesthésiste pour le geste restent en première ligne. Il n'y a pas de à ma connaissance, est-ce qu'il y a eu des ARS condamnés dans l'histoire? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? À ma connaissance, je ne crois pas. Oui, Madame Wolf a peut-être une réponse, oui. Alors, je n'ai pas de réponse, mais je voulais justement signaler que vous êtes en plein dans l'actualité, puisque aujourd'hui, il y a un article dans Le Monde qui dit justement que le parquet vient d'ouvrir 4 enquêtes judiciaires à la suite des différentes plaintes qui ont été déposées dans le contexte Covid, mais c'est surtout contre des organismes ou des institutions qui ont pris des décisions qui ont effectivement pu avoir des conséquences sur la prise en charge des patients. Donc ça sera évidemment très intéressant de regarder de près ce que vont donner ces enquêtes donc, qui viennent d'être ouvertes aujourd'hui par le parquet. Écoutez, merci de cette information. Alors je voudrais, si vous voulez bien, pour conclure ce débat, parce que je vois que l'heure tourne, je retiendrai que finalement le médecin, les infirmières restent quand même très très responsables, et tant mieux, parce que c'est une des grandes joies de ce métier d'être responsable à titre individuel, mais que par contre on a quand même
intérêt, et c'est le conseil des assureurs et vraisemblablement des juristes également, à travailler en groupe, puisque quand on est en groupe, on est peut-être moins attaqué, en tous les cas on se défend peut-être mieux aussi, donc ça c'est intéressant. Et l'autre chose que je retiens, et je remercie excusez-moi, voilà, monsieur Bourret de nous l'avoir bien rappelé, que la gouvernance par les médecins est une chose qui est extrêmement satisfaisante puisqu'elle permet de progresser, qu'elle permet vraisemblablement de diminuer le risque de mise en condamnation, que ce soit à titre individuel ou collectif. Et ça, je crois que l'expérience de votre hôpital va servir de modèle non seulement sur le plan économique, ça c'est une chose, mais c'est un problème sur lequel on ne va pas s'étendre ce soir, mais en tous les cas sur le plan de la virtuosité, j'allais dire, des médecins concernant la responsabilité. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ah, monsieur Valencien, bonjour. Cher Richard Villet, merci infiniment à vous toutes et tous pour ce remarquable débat sur la responsabilité collective et individuelle. Merci encore. Merci à celles et ceux qui sont présents sur le plateau et à ceux qui sont en distanciel. Et nous nous retrouverons pour le dernier Sham Talk, mardi 8 décembre à 18 h, autour de Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, sur un autre très beau thème, la solidarité ne sera jamais confinée.